Une illusion, c'est ce que nous avons créé pour cette émission avec un objectif, vous montrer que les outils de marketing digital sont tellement puissants qu'ils peuvent persuader les consommateurs de l'excellence d'un restaurant qui n'a jamais servi la moindre assiette. Bonsoir François Elger. Bonsoir Linda. C'est vous qui avez orchestré toute cette expérience avec des méthodes pas tout à fait conventionnelles. Pour quelle raison ? Effectivement, créer un faux restaurant, c'était d'abord pour nous garantir qu'on n'allait pas favoriser un restaurant existant ou léser d'autres. C'est vrai qu'on aurait pu s'associer à un restaurant existant, mais on n'aurait pas pu offrir cette garantie. Et puis, vous le savez, l'ADN d'un bon entendeur, c'est de faire des tests, des expériences. Souvent, pour ne pas dire toujours, ils sont faits de manière cachée, mystérieuse, secrète. Et bien là, on a respecté cet esprit-là. Et le test, justement, c'était de faire connaître ce restaurant le plus vite possible et au plus grand nombre de personnes possible, dans le but, évidemment, de décrocher des réservations, mais surtout de décrypter le phénomène. Mais tout ça pour montrer quoi, dans le fond ? Alors, on a voulu tester le fonctionnement et la fiabilité de ces plateformes de référencement, particulièrement TripAdvisor. On a voulu comprendre comment fonctionne l'algorithme, sur quels critères est-ce qu'un restaurant peut monter plus ou moins rapidement dans le classement, quel type de surveillance ces plateformes appliquent, bref, comprendre la logique de vérité qui se cache derrière ces portails et surtout aussi comprendre la logique commerciale qui se cache derrière l'authenticité des avis. Au début de cette expérience, franchement, est-ce que vous pensiez réussir à être aussi crédible avec votre faux restaurant ? On a tout fait pour être crédible. On s'est entouré d'experts, on s'est entouré de professionnels du marketing digital. En 20 jours, on avait l'espoir d'entrer dans le top 10 des restaurants lausannois, mais sincèrement, on n'y croyait pas. En tout cas, le résultat est spectaculaire. On regarde la première partie de votre reportage réalisé avec Céline Turmilius et Pierre Genoux. Bienvenue au 6e, le nouveau lieu branché de Lausanne. Ici, la vue est imprenable, le concept chic et cosy, on se sent comme à la maison. En 20 jours, ce restaurant est entré dans le top 10 des établissements lausannois référencés par TripAdvisor. Vous y avez cru ? Tant mieux, parce que tout est faux, ou presque. Comment c'est possible ? On vous explique tout. Nous sommes juste près de 250 millions dans le monde à avoir chaque mois le même réflexe. Quand on a un petit creux ou une soudaine envie de restaurant, on dégaine TripAdvisor, l'application de référence internationale pour découvrir ou réserver un restaurant. Dès qu'on cherche un endroit dans une région qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas une recommandation personnelle, on va se fier plus ou moins aveuglément, et moi le premier, à ses avis. Et il y a une sorte de presque de pensée magique en se disant peut-être il y a des commentaires faux, mais au final, ça doit être vrai. La petite chouette verte compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'avis publiés sur sa plateforme, dans 28 langues et 49 pays. Plus de 4,6 millions de restaurants y sont référencés partout dans le monde. Et pas moins de 588 à Lausanne. Ah, le voilà le 6e. Belle vue, joli menu, les avis sont élogieux. Sur TripAdvisor, par exemple, n'importe qui peut mettre un avis sur un restaurant ou sur un hôtel, même s'il n'y a pas séjourné. Et donc, du coup, ça peut ne pas refléter la réalité tout le temps. Bon, nous voilà prévenus. Votre destination se trouve sur la droite. Ah, mais vous allez voir que le 6e, ce n'est pas forcément ce que vous pensez, et encore moins ce que la petite chouette nous a vendu avec ses étoiles plein les yeux. Voilà, on est arrivé au 6e étage et venez avec moi, je vais vous montrer ici le 6e. Surprise, c'est pas un restaurant, mais un appartement. Un appartement transformé le temps de notre expérience en un espace de travail. Vous voyez ici, c'est un peu notre QG avec l'équipe dédiée qui travaille avec nous. On a à gauche quelques éléments du décor. Et puis, la fameuse vue sur laquelle on vous a pas menti, regardez. Et oui, le 6e, c'est un faux restaurant. Enfin, un restaurant qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Mais le 6e, c'est surtout une expérience. Nous avons voulu tester la fiabilité de TripAdvisor, comprendre mieux le fonctionnement de la plateforme, savoir si en payant un peu, on peut s'acheter un bon classement. On voulait aussi savoir comment une bonne stratégie marketing sur les réseaux sociaux peut nous amener de la nouvelle clientèle. Pour le faire, on s'est entouré d'une équipe de choc. Elle, c'est Federica,
Elle est photographe culinaire. Elle va faire saliver nos futurs clients avec ses photos. Lui, c'est Yann. Il va faire en sorte que notre site internet soit attractif. Natacha de l'agence Immédiat va gérer notre réputation sur Facebook et Instagram en publiant tous les jours des photos et vidéos. Et Mathieu, lui, va s'occuper de visibilité en lançant des campagnes de pub pour augmenter notre notoriété. Salut François. Ça avance? Ça avance, ouais. Et bien sûr, on a aussi mobilisé des influenceurs, aujourd'hui incontournables pour faire connaître un restaurant en un temps record. Bonsoir. Ah, voilà, santé. Santé mon vieux. Prêt? On s'est enfin entouré d'experts, avocats, spécialistes d'algorithmes ou de contenus digitaux pour restaurants. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. À ce stade, on est encore les seuls à savoir que notre restaurant n'existe pas dans la vraie vie. Mais une chose est sûre, on vous promet qu'on va tout faire pour qu'il paraisse le plus vrai possible. Il faudrait du poulet suisse si c'est possible. Passer son temps à prendre en photo les plats, etc., je déteste. L'idée, c'est de faire une ou deux photos aussi ici avec la vue. Le but, c'est d'avoir un maximum de commentaires TripAdvisor pour essayer de rentrer dans le top 10 des restaurants lausannois. Je suis en train de faire un boomerang pour Instagram. Une photo puis un avis détaillé, c'est mieux que juste une phrase. On est monté très vite avec des fausses recommandations. Moi, j'aimais les chaises qu'il y avait en haut. Là, on va mettre un super mauvais commentaire. Magnifique. On est 129e sur 500, je crois, 86 restaurants à Lausanne. Pour ne pas se faire démasquer d'entrée de jeu, il nous faut une adresse crédible. Voilà pourquoi on s'installe dans l'appartement d'un collègue en plein centre-ville de Lausanne. C'est d'ailleurs lui qui sera la voix du restaurant pour nos réservations. Le 6e, bonjour. Le 6e, bonjour. Le 6e, bonjour. Puis il nous faut un joli logo. Notre graphiste maison s'en charge avec joie. Quelques photos pour alimenter les réseaux et notre concept. Et évidemment, un site internet. Comme on n'est pas des experts dans le domaine et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a mis d'entrée de jeu la pression à notre équipe digitale. On y arrive, c'est juste là-haut. Bonjour Yann. Bonjour François. Alors on vous a fait suer. Un petit peu, ça se passe plutôt pas mal. Comme tu vois, ça c'était le template de base qu'on a choisi. On a bien compris qu'en 2 heures, on va pas pouvoir faire de miracle. Du coup, on utilise des modèles de sites déjà existants sur Internet. Et pour les menus, on improvise. Et t'habites où toi? Savigny. Savigny. Alors on va mettre légumes oubliés de Savigny parce qu'on joue un peu la carte locale. C'est parfait, ça me plaît. On crée encore notre page Facebook, Instagram et notre fameux compte TripAdvisor. C'était compliqué de créer un compte TripAdvisor? Non, c'est pas si compliqué. Il demande quelques vérifications liées à, par exemple, à un téléphone mobile en Suisse. Mais autrement, il ne vérifie pas plus si le restaurant existe dans le vrai monde ou n'existe pas. Ça y est, le 6e prend son envol dans le monde digital. Et maintenant, pour monter dans le classement TripAdvisor, il nous faut des commentaires. Beaucoup de commentaires. Et des bons. Alors on mobilise notre communauté d'amis pour qu'ils publient sur la page de notre faux restaurant. Et on attend. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se tourne les pouces. Ce soir, on reçoit des invités dans un vrai restaurant lausannois. Pour se faire connaître, on a besoin de publier sur Instagram et Facebook des images de personnalités qui mangent au 6e. Comme on n'a ni la vaisselle, ni la cuisine pour le faire dans notre appartement, on déplace notre décor ici, dans ce lieu connu de la gastronomie lausannoise. Alors vous le voyez là, notre fameux faux restaurant avec un faux décor et puis on n'attend plus que nos faux clients. Puis venez avec moi, je vous emmène en cuisine parce que vous allez voir. En fait, on a demandé à notre chef de nous créer un plat signature, un plat super visuel. Et en fait, le plat signature, il est là. C'est cette fameuse volaille. Théo, c'est une volaille qui est flambée au cognac, c'est ça? Voilà, c'est des poulets fermiers qui sont aux épices de tabac et qui sont flambés au cognac en fait. Alors je vais flamber encore une dernière fois. Waouh, voilà. Effectivement c'est très visuel. Hein. Allez, j'en profite pour faire quelques petites photos pour les réseaux sociaux.
Nous avons demandé à une dizaine d'influenceurs de venir faire des photos et vidéos de nos plats et de les publier sur leur page Instagram. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on les appelle influenceurs. En très peu de temps, ils arrivent à faire connaître de nouvelles adresses à leurs abonnés. Et nous, évidemment, on compte là-dessus. Et ce soir, il y a du bon monde au 6e. Une ex-Miss Suisse, suivie par près de 16 000 personnes sur Instagram. Yann Marguet, le comédien roman en vogue, qui compte plus de 50 000 fans sur les réseaux. C'est quand même dur de pouvoir aller le haut du décor. Hein. Mais aussi des influenceuses culinaires, des journalistes. À eux seuls, nos invités doivent bien cumuler près de 100 000 abonnés sur les réseaux. Le concept du restaurant, c'est comme à la maison, donc vous pouvez mettre des pantoufles si vous voulez. L'idée, c'est que vous ayez quelques minutes pour faire du contenu avec de la déco, en faisant attention juste à la limite du décor, parce que selon ce qu'on fait comme contenu, ça se voit assez vite. François, le menu, c'est vraiment fait un menu parce que là, je vais vous diriger sur le site internet. Donc il y a vraiment Alors un oui, menu. il y a vraiment un menu, tu peux aller. Ok. Pour moi, que ce soit en restauration ou autre établissement, de vouloir faire sans les réseaux sociaux, c'est compliqué. Après, je pense que le bouche à oreille et une bonne réputation sera tout aussi bénéfique en fait pour un établissement, mais en tout cas pour se faire connaître au début dès l'ouverture, oui, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, une présence digitale est obligatoire? J'aimerais dire non, mais honnêtement, oui. Dès qu'on veut aller manger, on va sur Google. On dit « Ah, resto Lausanne, resto Genève, resto asiatique, resto français ». Donc, bien sûr, on est obligé d'être présent sur Internet. Tout de suite, je me sens comme à la maison, là. C'est vrai qu'il y a toujours cette pression de suivre tout ce que les influenceurs aimeraient voir. Ça, t'as l'habitude de prendre des photos. Hein. C'est bon. Oui, mais on voit Evian derrière, ça a pas refait un peu... Qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Je la trouve intéressante de voir à quel point on arrive à gruger le monde, notamment à travers les réseaux sociaux. J'ai peur d'avoir la réponse, je pense qu'on y arrive totalement. Essaye de regarder ça avec envie. 3, 2, 1. À la fin de la soirée, on a déjà gagné une centaine d'abonnés sur Instagram. Et ce n'est que le début. Hey Whitney! La majorité des contenus réalisés ce soir sera publié progressivement dans les jours à venir. Voilà 8 jours que le 6e est sur TripAdvisor. On compte désormais une vingtaine de commentaires écrits par nos amis et on arrive déjà à la 276e place des restaurants lausannois, sans vraiment savoir comment. Comme ça nous intrigue, on pose la question au service commercial de TripAdvisor. Là, on nous répond d'une voix presque mystérieuse que c'est une information top secrète. On n'obtiendra rien de plus, à part qu'il faut qu'on continue de publier des avis. La plateforme ne communique pas sur le fonctionnement de son algorithme, quelque chose évidemment de propriétaire, qu'elle ne souhaite pas divulguer à des tiers, ça on peut le comprendre, mais ça rend très difficile de comprendre le fonctionnement, comment se passe le classement, quelles sont les interactions, est-ce qu'il y a des changements au fil du temps, est-ce qu'il y a finalement des critères qui sont valables à un moment donné, qui ne le sont plus ensuite, donc c'est très difficile de savoir, on peut le faire finalement un peu que par l'observation et pas, on ne peut pas le savoir d'entrée de jeu. Même avec l'aide de notre expert, c'est pas encore très clair pour nous. On demande donc à Paul-Olivier Dehaye, mathématicien et spécialiste en données personnelles, d'être plus précis. On peut évidemment regarder les commentaires, regarder la valence des commentaires, s'ils sont positifs, s'ils sont négatifs. On peut observer aussi le trafic, les échanges qui ont lieu autour d'une application partenaire de TripAdvisor, donc de Fork par exemple. Et puis on peut aussi, en tant qu'individu, demander plus de transparence. On a des droits sur nos données personnelles. Demander plus de transparence pour voir le genre d'informations qu'ils vont collecter vis-à-vis de notre comportement. Et tout ça va servir à déterminer un classement, mais aussi des recommandations de restaurants. Nos réservations, elles aussi, commencent à décoller. En quelques jours, plus d'une dizaine. Pour que notre expérience soit réaliste, il nous fallait un site de réservation. On a donc souscrit à The Fork, société qu'on nous a fortement suggéré d'utiliser et qui appartient à TripAdvisor. Pour éviter de devoir servir de vrais clients, on a joué la carte du succès et bloqué nos réservations pendant 1 mois. Au moment de l'inscription,
on nous a vendu une offre spéciale de démarrage qui met en avant le 6e. Ce qui nous a surpris, c'est la facilité d'affiliation, mais surtout le prix des commissions. Par couvert, et la précision est importante, The Fork prend 6 francs de commission à midi et 8 francs le soir. Faites le calcul. Un restaurateur payera donc 32 francs pour une réservation en soirée de 4 personnes, ce qui n'est pas rien. Le but de TripAdvisor, le but ultime, c'est de faire rentrer de l'argent dans les coffres. Et pour faire ça, il faut pouvoir monétiser tout ce trafic, toutes ces informations, via des réservations de restaurants, des services premium, de la publicité que les restaurants partenaires vont payer. Et donc, en fait, le but, c'est d'optimiser ce revenu. Et l'optimisation du trafic, l'optimisation de la qualité des informations qui sont fournies, c'est secondaire à cette optimisation de revenus. Et avec nous pour commenter la première partie de cette expérience, le plaisir d'accueillir Caroline Juira, coprésidente de Gastro Neuchâtel, et Reza Etemad Sajadi, professeur de marketing à l'école hôtelière de Lausanne. Merci beaucoup à vous de vous être rendu disponible pour cette émission. Caroline Juira, pour commencer, une réaction peut-être au fait qu'un restaurant qui n'existe pas puisse être mieux classé que des établissements qui existent réellement. C'est assez sidérant, effectivement, de voir ce genre de réaction de la part des clients et surtout le comportement de ces plateformes, parce que nous, on fait un métier de passion et on aime bien avoir des clients réels. Alors là, on voit jusqu'où on peut aller dans l'illusion finalement, mais l'impact de ces plateformes, il est bien réel. Vous tenez également un bar à tapas et cocktails à Neuchâtel. Vous avez connu des commentaires très négatifs. Quel effet, quel impact est-ce que ça a pour les établissements ? Alors, ça a un impact assez douloureux. Nous, quand on a ouvert, il y avait effectivement l'ancienne clientèle qui n'était pas forcément du même avis que l'ancien propriétaire de changer complètement le concept. Et ils nous ont mis des notes un peu désagréables. C'est vrai que c'est un impact très négatif parce que les personnes qu'on a un nouvel établissement, de commencer tout en bas de l'échelle, c'est assez difficile à trouver. Mais une fois qu'on arrive à créer notre propre communauté, au-delà de ces plateformes qui sont comme TripAdvisor, par exemple, mais plutôt avec une communauté, par exemple comme Instagram ou Facebook, notre propre clientèle, ça fonctionne bien. Au-delà, ça veut dire ignorer ce qui s'écrit sur ces plateformes ? Il faut avoir le courage de le faire, oui. Reza Etemad Sajadi, comment est-ce que les restaurateurs peuvent résister aux diktats de ces plateformes qui sont tellement utilisées par les clients aujourd'hui ? Je dirais que ça peut avoir un impact positif selon le profil de restaurateur que nous sommes. C'est vrai qu'au démarrage, ça peut être intéressant. Il faut savoir que la première recommandation qu'on amène à des restaurateurs, c'est de ne pas oublier de garder la main sur sa distribution. Et donc, autrement dit, il faut utiliser ces plateformes. On parle souvent de l'effet billboard, le panneau d'affichage, pour être présent sur ces intermédiaires, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, Booking.com ou Expedia. Mais c'est toujours important de garder la main sur sa distribution. Avoir une présence sur ces plateformes, évidemment, c'est important parce qu'on fait appel à des expériences d'autres clients. Je dirais que ça doit être un canal de communication parmi d'autres. Alors, vous dites effectivement, être présent, garder la main sur sa distribution. En gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que le patron du café, du bistrot en Suisse romande fait pour ne pas être complètement dépendant de ces systèmes de notation et de réservation qui ont leur prix ? Alors, je dirais que maintenant, de plus en plus, avec les systèmes de réservation, je pense que la fourchette, ça peut être une opportunité de mettre un certain nombre de tables sur cette plateforme. Par contre, la majorité, on devrait avoir, pour un restaurant, avoir son propre système de réservation. Donc, c'est ça, quand je dis de garder sa main sur sa distribution. Mais aussi jouer un rôle important de ces intermédiaires. Ces impacts, l'effet de billboard, ce panneau d'affichage, on dit que rien que le fait d'être présent sur ces plateformes, ça augmente dans l'hôtellerie les réservations en direct et puis dans la restauration aussi, parce que les gens sont curieux, ils vont visiter le site web de l'établissement. Donc, il faut être présent. Par contre, il faut garantir aussi de pouvoir garder un lien direct avec son clientèle. Et je dirais que ce qui est essentiel dans ce contexte-là, c'est de créer, une fois que le client il arrive à votre établissement, c'est là vraiment que c'est important de pouvoir le fidéliser. Pour garantir que les prochaines visites ne passent pas via ces plateformes. Caroline Juira, c'est possible ça de dire aux clients, écoutez, franchement, allez pas trop sur ces plateformes parce que pour nous, c'est pas avantageux. Est-ce qu'on peut passer de la théorie à la pratique ? Complètement. Faut pas oublier que TripAdvisor, c'est quand même une société qui a été créée il y a 22 ans, c'est dans les années 2000. À l'époque, il n'y avait pas justement tous ces réseaux sociaux. On n'avait pas la possibilité de le faire nous-mêmes. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on montre un petit peu les limites de ce genre de plateforme face, en fait,
à tous les restaurateurs qui font eux-mêmes leur promotion via leur propre communauté, avec des pages Instagram, des pages Facebook, et ils arrivent vraiment plus à fidéliser et entretenir cette relation de fidélité avec leurs clients, et qui est beaucoup plus simple. Et en fait, la clientèle et les gens de cette communauté font beaucoup plus confiance à des personnes de la même communauté qu'à la place d'une personne qui est derrière un pseudo et qui se cache derrière un écran et qui écrit peut-être des commentaires pas agréables. Alors, ce qu'on voit aussi dans le reportage, effectivement, on voit le rôle des influenceurs, le rôle des plateformes de type Instagram, mais ça veut dire que la profession de cafetier-restaurateur, quand même, c'est plus tout à fait la même quand il faut mettre autant d'énergie dans cette communication digitale. Quel regard à Gastro-Neuchâtel est-ce que vous portez sur cette évolution? Je pense qu'on doit s'adapter tout simplement aux différents moyens de communication. À l'époque, ça nous prenait autant de temps de faxer en fait nos menus de la semaine à des entreprises ou bien les faire paraître dans des quotidiens. Actuellement, on ne le fait plus. On le poste directement via nos réseaux ou bien des plateformes digitales. Et effectivement, on essaie d'évoluer avec son temps. Reza Etemad Sajadi, vous, est-ce que vous partagez ce constat? C'est simplement une évolution de l'ère du temps, un changement et pas forcément des tâches plus lourdes qui reposent aujourd'hui sur les épaules des restaurateurs? Alors, c'est clair qu'en termes de compétences, il faut plus de compétences dans le sens où, bien évidemment, on est à l'ère où il y a énormément de données. Les restaurateurs ont beaucoup de données. Ils doivent, pour être vraiment très proches de leur clientèle, savoir, par exemple, le pourcentage de clients qui sont les clients pour lesquels c'est la première visite. Ça, c'est essentiel, parce qu'à partir de là, c'est important quand vous êtes un restaurateur pour un village et vous avez 90% de votre clientèle qui sont des clientèles récurrentes, ces personnes, ils ne vont jamais aller sur TripAdvisor. Par contre, si vous êtes sur un lieu de touristes et que les voyageurs y viendraient pour une expérience, là, dans ce cas-là, bien évidemment, ces plateformes ont beaucoup plus d'importance. De nouvelles possibilités, mais de nouvelles exigences aussi en matière de compétences pour les restaurateurs. Merci beaucoup à vous, Caroline Juira. Merci beaucoup, Reza Etemad Sajadi, pour votre présence. Et nous, on retourne à notre expérience pour augmenter la visibilité de notre faux restaurant. Notre équipe a investi dans des outils de promotion payants sur plusieurs plateformes. Regardez ce que ça donne. Ça fait 11 jours que le 6e existe dans le monde digital. Federica et Natacha ont bien alimenté les réseaux. Nos influenceuses et influenceurs ont fait un joli travail, tout comme d'ailleurs notre communauté d'amis. On a près de 25 avis sur TripAdvisor, tous évidemment fictifs. Et on est monté à la 129e place des restaurants référencés à Lausanne. Dans la vraie vie, notre bon vieux téléphone, lui, n'arrête pas de sonner. Comme on n'est pas en mesure de servir un seul plat, on refuse avec gentillesse les réservations. Le 6e, bonjour. Malheureusement, c'est complet, monsieur. C'est complet. Ce soir, c'est complet. Mais on n'aimerait pas s'arrêter en si bon chemin dans notre notoriété digitale. Alors on se dit qu'une petite campagne de pub sur Facebook et Instagram pourrait nous aider à gagner en visibilité. On se tourne du coup vers notre expert, Mathieu Fouvi. On va essayer de lancer une campagne de promotion? Exactement. Alors, elle aura probablement peu d'impact sur TripAdvisor. Là, on pourrait utiliser leur modèle payant, mais ça ferait quand même pas monter notre ranking. Ce qui fait vraiment monter notre ranking, c'est les reviews. Donc, c'est les revues des gens et les ratings. Il faut qu'on continue à stimuler nos amis pour Exactement. mettre des avis. Exactement. Ce qui est aussi le cas du vrai monde. Hein. Ouais. Quand vous avez un restaurant, vraiment pousser les gens à absolument vous mettre des reviews. Maintenant, dans un autre monde, Facebook, Instagram, on va pousser en fait du contenu de façon payante pour pouvoir atteindre plus de gens dans la région de Lausanne et donc aussi augmenter notre notoriété et le trafic sur le site. Notre campagne durera une semaine et nous coûtera 300 francs. Elle devrait nous permettre de toucher, selon les statistiques de Facebook, environ 100 000 personnes, toutes plateformes confondues. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter notre réputation? C'est d'augmenter la notoriété, de créer de la curiosité chez les gens pour qu'ils viennent voir sur notre site. Dans un monde réel, évidemment, de pousser à la réservation ou à ce qu'ils nous suivent sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse ensuite les transformer en clients. Notre campagne de pub sur Instagram et Facebook n'a pas encore d'impact sur notre classement TripAdvisor. Après 14 jours de vie, le 6e a un petit coup de mou. On stagne et pourtant le nombre d'avis a presque doublé sur notre page. On se dit que c'est peut-être le bon moment pour acheter l'abonnement premium proposé par la plateforme. On le fait avec Daniela, qui connaît bien le fonctionnement de TripAdvisor.
On va voir si en achetant finalement le premium, on arrive à débloquer puis à monter encore plus vite dans notre classement. Alors on voit que c'est quand même assez cher, hein. C'est 48,99 € par mois, ça fait presque 600 francs par année. Oui. Quels sont les avantages avec cette solution premium? Alors par rapport à un compte, on va dire, traditionnel, ils mettent en place divers outils pour vraiment booster la visibilité des établissements sur la plateforme. Donc, une d'entre elles est notamment le fait de pouvoir créer ce qu'ils appellent un storyboard personnalisé. Quand on arrive sur la page de l'établissement, on arrive directement avec les meilleures photos. Aussi, on peut mettre en avant les meilleurs avis, donc vraiment faire un tri dans tous les avis qu'on a et les placer, eux, d'abord. On sait très bien qu'une personne qui va voir, par exemple, une page TripAdvisor, va pas s'amuser à parcourir tous les commentaires qui sont sur cette page. Légitimement, on se demande si acheter un abonnement premium ne nous aiderait pas à gagner des places dans le fameux classement TripAdvisor. Est-ce qu'on peut dire que plus on paye, mieux on est classé? Non, on peut pas, à ma connaissance, on ne peut pas dire que plus on paye, mieux on est classé. On peut dire par contre que plus on paye, plus on risque d'être visible sur la plateforme, parce que les avantages de payer, qui sont la visibilité, la notoriété, feront que notre restaurant pourra mieux se mettre en avant, qu'il pourra mettre plus de texte sur sa fiche, etc. Par principe, on pose quand même la question à TripAdvisor. On contacte à nouveau le service commercial et à nouveau la réponse est brumeuse. On nous dit que ça va augmenter l'attractivité et la notoriété de notre page, sans vraiment parler de classement. Mais dans notre cas, 2 heures après notre inscription, on bondit dans le classement à la 45e place. Simple coïncidence? Nos experts restent prudents. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je pense que le lien est possible, mais il n'est pas certain. Vraiment, je m'y engagerai pas. C'est effectivement troublant, mais on peut imaginer tout un tas d'autres paramètres qui peuvent expliquer ça, notamment le rythme, disons, de crawl des robots, le rythme de référencement des avis, des modifications dans l'algorithme. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Pour moi, c'est une hypothèse, mais je ne saurais pas dire que c'est davantage. Si votre restaurant est vraiment mauvais et se prend régulièrement des mauvaises recommandations, vous pouvez payer tout l'argent du monde. Le TripAdvisor va pas vous mettre numéro 1. Parce que vous mettre numéro 1 freinerait la machine d'avoir des gens qui vont aller au restaurant, dans les premiers restaurants dans chaque ville et qui font confiance à la plateforme. Après 17 jours, on aimerait encore tester une chose, l'achat de faux avis. Pas ceux rédigés par nos amis, non, de faux avis générés par des entreprises spécialisées. J'ai pu faire une petite sélection de quelques sites. Effectivement, sur Internet, trouver des sites qui vendent de faux avis est un jeu d'enfant. Il y en a même beaucoup. C'est un vrai business parallèle, et si on cherche bien, on trouve même des sites spécialisés pour TripAdvisor. Là, on peut faire déjà un premier test avec une des formules qu'ils ont pour TripAdvisor ici. Donc on est aux alentours de 13 ou enfin, on va dire 14 € pour un avis. Un avis, donc c'est quand même assez cher en fait. Comparé à d'autres plateformes, c'est relativement cher, mais aussi pour la plateforme de TripAdvisor, on s'attend quand même à avoir des avis un peu plus sérieux. Des avis sérieux, c'est-à-dire bien écrits, qui collent à l'image et à l'offre de votre restaurant et publiés avec des comptes actifs et vérifiés. Du coup, ça se vend plus cher, mais ça permet aussi de ne pas se faire repérer. Well, all this technology, it's just part of it. We've also got a team of... Traquer les faux avis, c'est d'ailleurs le combat que TripAdvisor dit mener pour garantir l'authenticité de son contenu. Une équipe de spécialistes est même aujourd'hui spécifiquement dédiée à la traque des fraudes. En 2018, la plateforme s'était vantée d'avoir éliminé plus d'1 million de faux avis et avait promis une surveillance drastique. Il y a des nouvelles règles en France qui vont obliger les plateformes à expliquer comment elles régulent les commentaires, quels sont les contrôles auxquels elles procèdent, etc. Donc il y a quand même une augmentation, il y a une tendance réglementaire à mettre davantage sur les épaules de ces plateformes. Mais il faut aussi voir du côté des plateformes que ce n'est pas évident de faire ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui distingue un vrai commentaire d'un faux? À part certains aspects statistiques, le fait que typiquement un compte qui a peu d'avis est un peu plus suspect. Si vous avez un restaurant où tous les gens qui ont donné un commentaire ont un avis, je ne donne pas très cher de l'authenticité de ça. Ça montre que le tamis pour les faux commentaires est très imparfait et à l'évidence parfois ne fonctionne pas du tout suffisamment, ça c'est tout à fait clair. Il y a des gros manquements, En même temps, c'est pas étonnant.
personne ne les remet vraiment en question. Qui va les remettre en question depuis la Suisse, une grande entreprise américaine? Ça paraît très inégal. Tant que des associations de consommateurs, par exemple, ou des fêtières de restaurants ne se fédèrent pas dans une démarche pas de lanceur d'alerte, mais pour souligner les problèmes autour de cette plateformisation des restaurants, on n'avancera pas vraiment en fait. On profite encore de ces manquements pour tester 2-3 éléments sur la plateforme. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tester un peu les limites du système. Donc, on peut publier un avis qui est exactement identique à un avis qui est déjà publié. On peut aller piquer 2-3 photos sur Internet, style des pizzas, puis on les met dessus, puis on regarde comment l'algorithme y réagit. Et sur ces points-là, l'algorithme s'est montré efficace. Il n'a publié ni nos belles photos de pizza, ni nos doublons. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Un petit avis haineux pour voir s'il le supprime. D'accord. Écrire un avis. Yes. Horrible. Horrible. Non, tu peux mettre un vraiment dégueulasse. Dégueulasse, ouais. Et on y va. On y va, publier. Ah. Alors. Nous n'acceptons pas les textes contenant des mots injurieux. Ok. On va mettre dégoûtant. Dégoûtant, allez. Dégoûtant. Ok. Ok. Et là, il accepte. Ok. Ouais. Depuis le début de notre expérience, on a aussi remarqué que de nombreux commentaires n'ont pas été publiés sans que l'on sache pourquoi ou qu'on nous le signale. Il n'y a pas vraiment de transparence. L'opacité les arrange certainement parce qu'il devient très difficile pour les restaurants d'estimer la valeur du service premium ou la valeur d'une publicité, quelles sont les conséquences directes. Et effectivement, ils bénéficient de cette opacité parce que les restaurants se sentent obligés de participer à ce système en fait. Au 20e jour de notre expérience, on commence à sentir les effets positifs de notre campagne de pub sur Facebook et Instagram et de tout le travail réalisé sur les réseaux. On voit ici qu'on a lancé le fameux lundi, qu'on a eu un gros pic à ce moment-là. On a un vrai pic ici qu'on Clair, hein, et ça c'est dû aux influenceurs, c'est dû à tout ce qu'on a fait pour pousser à ce moment-là. Ensuite, on a un deuxième pic, probablement la publication d'Yann Marguet. Et puis ensuite, on voit qu'on reste relativement stable. Ça, c'est la campagne payante qu'on fait. Et après 20 jours, champagne. On atteint notre objectif, entrer dans le top 10 des meilleurs restaurants référencés sur Lausanne, sans servir un seul plat dans notre restaurant et sans se faire démasquer. On est même à quelques places seulement de 2 restaurants étoilés et réputés de la région lausannoise. En ce qui concerne nos réservations, on arrive bientôt à une 40aine de couverts. Même si on a pris quelques jours de marge, il ne faudrait quand même pas que nos clients se pointent dans notre appartement. Il est temps de les appeler pour leur dire la vérité. Oui, bonjour monsieur, François Egère. Le restaurant Le 6e, dans la vraie vie, il n'existe pas. Mais non. Mais oui. Et quand j'ai vu le poulet braisé, oui. Je me suis dit, mais comment ils ont pu introduire ça dans un bâtiment locatif, en fait? Donc c'était un peu trop. Voilà, il y a un plat signature, il y a des desserts, il y a des trucs qui sont bien faits, des photos qui sont alléchantes. Ouais. Et franchement, on tombe dedans. Hein. Ouais. J'ai jamais pensé à vérifier si le restaurant existait vraiment. Comment est-ce que vous avez entendu parler du 6e, puis comment vous nous avez trouvés en fait? Je crois que j'ai vu sur Instagram une photo avec du poulet. J'ai dit, ah, ça a l'air chouette, et puis j'ai réservé. On s'est bien amusé, c'est vrai, mais pas uniquement. On aimerait que notre expérience questionne, interpelle, qu'elle soulève des interrogations. Comment expliquer que TripAdvisor ou d'autres plateformes sont toujours aujourd'hui des produits de référence dans la recherche d'un restaurant ou d'un hôtel? Ça me fait penser qu'on doit beaucoup plus enseigner l'esprit critique et puis de faire savoir aux gens qu'ils ne peuvent pas tout croire. En fait, le marketing, l'argent, il est partout. Comment peut-on encore aujourd'hui se fier aux avis et aux commentaires? On est dans une société de la notation où, à tort ou à raison, on a décidé qu'on allait donner des notes. Est-ce qu'elles sont objectives? Elles ne le sont jamais. Un avis est subjectif par nature. C'est une tension très forte sur les établissements qui dépendent beaucoup de cette note. Et s'ils ont quelques clients fâchés ou malheureux des prestations, ça peut avoir un effet quand même opérationnel important. Cette tension, chaque hôtelier ou restaurateur doit-il l'accepter et l'intégrer dans son quotidien?
Ça montre que quand on a une bonne équipe de com et de marketing, tout est possible. Et puis, vous n'auriez pas pu le faire si vous n'aviez pas mis en place plein de moyens. Et c'est ces moyens-là que les restaurateurs et les hôteliers doivent mettre en place. Pas avec des faux avis, bien évidemment, mais le fait de solliciter son entourage pour écrire un avis, le fait d'avoir plus d'avis, d'envoyer des emails, de demander, etc., ça fait quand même que ça fonctionne. Ou alors doit-on simplement accepter quelques dérives de notre nouvelle réalité digitale? C'est un pouvoir énorme en fait. Et le problème principal, c'est qu'il n'y a personne pour modérer ce pouvoir qu'elles ont. Et donc en fait, on rentre dans des logiques commerciales extrêmes qui vont écraser des problèmes locaux, des problèmes sociaux, des problèmes d'emploi, des problèmes de véracité, de contenu. Et on n'a plus de mécanisme local pour reprendre la main en fait. À ce stade, il ne reste plus qu'à vous faire votre propre avis. Et celui-là, je vous rassure, vous n'aurez besoin ni de l'écrire, ni de le publier. François, on vous retrouve. Alors, vous avez dû beaucoup insister pour obtenir une réponse écrite de TripAdvisor. Comment réagissent-ils à cette expérience? C'est vrai que le service de presse de TripAdvisor est nettement moins réactif que le service commercial. Alors voici la réponse de TripAdvisor. Généralement, les seules personnes qui créent de fausses listes de restaurants sont des journalistes, ça tombe bien, qui tentent de tester la plateforme TripAdvisor. Bien que ce type de tentative pour nous piéger attire l'attention, il ne reflète pas une véritable fraude. Dans le monde réel, rien n'incite quiconque à se donner autant de mal pour créer une fausse entreprise. Cela ne sert à rien d'autre qu'à faire de la publicité. Bon, admettons, il n'empêche que cette enquête, elle soulève quand même des questions tout à fait pertinentes. La première, c'est évidemment l'impact des abonnements payants chez TripAdvisor. Dans votre cas, est-ce que c'est ça qui vous a fait monter dans le classement? C'est vrai que dans notre cas, c'était particulièrement troublant, mais la réponse de TripAdvisor est catégorique. Nous voulons être très clairs. Cette entreprise n'a en aucun cas progressé dans le classement grâce à l'achat d'un abonnement premium à TripAdvisor. Une fois l'abonnement acheté le 14 mars, le référencement a connu une augmentation de courte durée en raison de la fronde continue, avant de se stabiliser le 18 mars. L'autre point sensible, évidemment, ce sont les faux avis que vous avez achetés et qui n'ont pas été détectés. Absolument. TripAdvisor affirme avoir pris des mesures pour supprimer plus de 240 sociétés d'évaluation payantes qui ont tenté de publier du contenu sur TripAdvisor et de rajouter « Notre lutte contre les faux avis ne s'arrête jamais ». Alors c'est vrai que nos experts soulignent eux aussi la difficulté de repérer ces faux avis. Et nous aussi, on a fait l'exercice que lorsqu'on a acheté ces faux avis, on a essayé de les repérer sur notre page et on n'a pas réussi. Débusquer tous les faux avis, c'est presque mission impossible, dirait-on. Si ça vous intéresse, vous trouverez les réponses complètes de TripAdvisor sur notre site abe.ch. Et Pierre Genoux nous rejoint maintenant. Bonsoir. Bonsoir Linda. C'est depuis chez vous, finalement, que tout a été organisé. C'est vous aussi qui avez répondu au téléphone. Combien d'appels est-ce que vous avez reçus de personnes qui voulaient réserver une table au 6e? Alors, sous le pseudonyme de Lucien, patron du 6e, j'ai reçu plus de 400 téléphones sur le numéro pour des réservations, midi et soir. Et comment est-ce que ces gens avaient entendu parler du 6e? Pour la plus grande partie par TripAdvisor, donc c'est vrai que ça aide au moins à avoir des gens qui vous appellent. Beaucoup par les influenceuses et influenceurs qui m'appelaient en me disant la personne que je suis est venue manger chez vous, je veux à tout prix venir. Et puis bien sûr que je répondais toujours que c'était complet. Et plus je répondais que c'était complet, plus les mêmes personnes rappelaient pour à tout prix avoir une place à la table du 6e. Alors vous avez quand même pris une quarantaine de réservations. Qu'est-ce qui est arrivé à ces pauvres clients? Est-ce qu'ils sont arrivés devant la porte close du 6e? Non, on n'a pas attendu qu'ils arrivent devant la porte close. Je les ai appelés en leur expliquant qu'on avait fait un faux restaurant, que je travaillais pour un bon entendeur. François aussi fait une partie de ces appels. Et puis on les a quand même invités à venir boire un apéro au 6e avec l'équipe de réalisation et de production qui était présente. Et on leur a proposé aussi un autre restaurant avec une réservation possible. Merci beaucoup Pierre, et on va regarder précisément quelques réactions recueillies pendant cette soirée. En fait, je suis Whitney Toyloy sur Instagram et j'ai vu ces stories et je me suis fait avoir. Comment tu as réagi quand tu as appris que le restaurant n'existait pas?
J'ai plutôt bien réagi. En réalité, quand j'ai reçu l'appel, je me suis dit, tiens, ça fait une bonne anecdote. Et puis, ça m'apprendra pour le futur à ne pas me faire avoir et puis à faire un petit peu plus attention peut-être aux avis sur Internet ou plutôt aux avis de mes amis pour réserver dans un restaurant. C'est clair on va dire qu'une expérience comme celle-ci, ça sensibilise et puis ça nous rend aussi attentifs au fait qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit sur Internet, qu'il y a beaucoup de publicité, qu'on ne sait pas, nous, consommateurs, comment le système fonctionne, on va dire, à l'interne. Et au final, ça nous oblige à faire un petit peu attention et puis à peut-être décortiquer un petit peu les commentaires et puis les lieux dans lesquels on aimerait aller. Hein. Vous êtes surpris finalement on ait réussi à créer l'illusion ? Pas tant que ça finalement, parce que c'est vrai que en 2022, les influenceurs, ils sont pour beaucoup. La preuve, dans notre cas, vu que ça explique notre présence ici ce soir. Et puis, au final, ils ont un tel pouvoir de persuasion et puis d'incitation que finalement, ça ne m'étonne pas tant que ça qu'un tel concept ait marché et puis, entre guillemets, que les consommateurs aient mordu à l'hameçon. Hein. François, ce pouvoir des influenceurs, c'est vraiment quelque chose que vous avez pu observer. Vraiment, ouais. On a été impressionné par la force de frappe numérique de ces influenceurs, l'efficacité et la rapidité du message qu'ils sont capables de véhiculer, de transmettre. Et c'est vrai, Pierre l'a dit, beaucoup des gens qu'on a appelés par la suite pour leur avertir que notre restaurant était faux ont entendu parler du 6e grâce aux influenceurs. Combien est-ce que vous avez dépensé pour cette expérience, hormis bien sûr le travail investi ? Alors si on compte vraiment tout, les abonnements, The Fork, TripAdvisor, le Premium, les commissions qu'on aurait dû verser avec nos réservations, la campagne de publicité, on arrive au montant de 702 francs. 702 francs, mais ça aurait pu être nettement plus. Absolument, parce que durant cette expérience, on a remarqué que le service commercial de TripAdvisor est particulièrement efficace et particulièrement proactif pour nous vendre des services payants qui pourraient éventuellement nous aider dans notre notoriété ou notre attractivité. Alors du point de vue du consommateur, la crédibilité de ces plateformes-là est nettement remise en question. Est-ce qu'on doit arrêter de se fier à ce type d'outil ? Disons que c'est un outil de recherche, mais ça ne devrait pas être le seul outil de référence. C'est vrai que vous pouvez bien tomber, heureusement il y a beaucoup de commentaires qui correspondent à la réalité, mais vous pouvez aussi mal tomber, et ce bouche à oreille numérique offre peut-être un côté plus aléatoire, une loterie un peu plus grande. Le meilleur avis, Linda, ça reste quand même celui que vous faites vous-même. Merci beaucoup François pour toutes vos explications. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et pour terminer cette émission, nous allons essayer de comprendre s'il est techniquement possible d'améliorer ces plateformes. On en parle avec vous, Rachid Gueraoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'informatique à l'EPFL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, c'est un fait. On note tout. On va tous ou presque consulter ce type de plateforme plus ou moins régulièrement. Comment est-ce que les faiblesses de ces systèmes peuvent être corrigées ? Alors, la première chose, c'est de reconnaître qu'il y a des faiblesses et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on lit sur ce genre de site. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les améliorer ? D'un point de vue un peu technique, il y a deux grandes pistes. La première piste, c'est de décourager la triche, entre guillemets, de décourager les gens qui vont venir essayer de casser un restaurant ou de promouvoir un restaurant dans lequel ils ne sont jamais allés. Décourager, ça c'est technique ou c'est plutôt au niveau des règlements, des lois ? Alors, il y a les deux. Techniquement, rendre plus difficile, par exemple, la création d'un compte et le fait d'entrer un commentaire, c'est une solution technique. Après, au point de vue des lois, si on arrive à lier le nom de la personne à la personne physique ou le compte qu'elle a créé à la personne physique, là, on peut imaginer toute une législation qui va aller rechercher la personne en lui disant « mais t'es jamais allé dans ce restaurant, pourquoi tu en parles ?» ou parfois, c'est beaucoup plus grave que cela. Ça, c'était la première option. La deuxième, qu'est-ce que c'est ? Alors, la deuxième, c'est de dire qu'une fois qu'on a essayé de décourager la triche, de se dire il y en aura quand même quelques-uns qui vont tricher et d'essayer de trouver une manière d'agréger toutes les informations dont on dispose pour ne pas trop se laisser influencer par des avis extrêmes. Si vous avez par exemple plusieurs nombres qui notent un restaurant, et s'il y a un nombre qui est abracadabrant parce que c'est très négatif ou trop positif, il y a des techniques d'agrégation mathématique qui risquent de partir en vrille à cause de ces nombres extrêmes. La moyenne, par exemple, peut se faire trop influencer par les avis extrêmes. Ce qu'on appelle la médiane va ignorer ces avis extrêmes, ou du moins ne pas trop aller vers ces avis extrêmes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée est que
il faut pouvoir agréger sans trop se faire influencer par les points de vue extrêmes. Ouais, pour que ceci ne déséquilibre pas finalement le résultat. Absolument. Si on revient au cas de TripAdvisor, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut laisser un commentaire sur TripAdvisor sans avoir séjourné dans un établissement, sans avoir mangé dans un restaurant. Ce n'est pas le cas pour toutes les plateformes. Hein. Si on regarde Booking ou Airbnb, on est obligé d'avoir en tout cas fait un versement à un établissement pour pouvoir commenter. Est-ce que ça rend la plateforme TripAdvisor moins fiable ? Alors c'est sûr que ça rend la plateforme moins fiable. Quelque part, tout ce qui n'exige pas une relation physique avec la personne rend la plateforme moins fiable. Maintenant, il est clair qu'il y a une espèce de course entre ces plateformes et TripAdvisor n'a pas non plus envie de rendre les choses difficiles pour les gens parce qu'ils vont se dire « Ah ben, j'ai pas la facture sur moi, qu'est-ce que je vais aller m'embêter, aller faire un scan, etc. etc. » Mais à terme, je pense quand même que les plateformes les plus fiables sont celles qui resteront et du coup, ça va les encourager à aller chercher des preuves un peu plus physiques de la présence d'une personne au restaurant qu'ils ont notée. Aujourd'hui, les scientifiques font de la recherche, bien évidemment, dans ce domaine. Quelles sont les pistes pour augmenter la fiabilité de ce type de système ? Alors, c'est un très grand problème qui dépasse le TripAdvisor ou les restaurants. C'est est-ce qu'on peut faire confiance à Internet de manière générale ou au web de manière générale ? Et les deux petites pistes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, un, décourager la triche et deux, quelque part, nuancer les positions individuelles, c'est vraiment deux classes, deux domaines de recherche très importants qui, je l'espère, s'appliqueront à tout un tas d'activités sur Internet. Et à l'EPFL, dans le centre sur le Digital Trust en anglais, on travaille beaucoup sur ces deux pistes. La confiance digitale, effectivement. Merci beaucoup, Rachid Guerraoui. Très belle soirée à vous. Très belle soirée.